Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arsenal de Rochefort. Donc, il en a été fait état hier. Le service historique de la Défense étant présent ici, on ne peut pas dire que Rochefort soit inconnu de vous. Néanmoins, je vais vous parler de l'histoire récente surtout de l'arsenal. Puisque aujourd'hui, l'arsenal se cherche un nouveau souffle. Après le succès de la construction de l'Hermione, le navire que vous connaissez tous, qui a drainé un très large public, eh bien, les acteurs du site sont dans une demande, en fait, de mise en tourisme, d'augmentation de la fréquentation d'un site qui, de l'armement, est passé dans une vocation plus culturelle et touristique. Le fait d'intervenir dans un colloque comme celui-ci, ça nous oblige à nous, praticiens, à prendre un peu de recul, et c'est peut-être un des intérêts premiers que j'y vois. Donc je ne pourrais pas répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées tout à l'heure, dont le multifonctionnalisme. En revanche, en arrivant ce matin et en écoutant Patrick Mortal, je me disais que peut-être que reconversion, c'est un mauvais terme pour un site de l'armement, un site industriel ou militaire, et qu'il faudrait plutôt parler d'adaptabilité en fait des lieux, parce que ce sont des lieux, et c'est ce que je vais essayer de montrer, donc je vais un peu bouleverser ma présentation, qui sont des lieux en mouvement, en perpétuelle évolution, et au final, les évolutions contemporaines ne sont que la poursuite de l'esprit des lieux. Donc, revenons très rapidement sur la création de l'arsenal de Rochefort, mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est un fait connu. À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV désire assurer sa puissance maritime et veut créer, en complément de Brest, un arsenal qui soit imprenable. Pour cela, il choisit l'estuaire de la Charente parce qu'il est défendu par la mer des Pertuis, les deux îles, Aix et Oléron, formant un verrou à l'entrée de l'arsenal, et qu'il est suffisamment éloigné de la côte pour empêcher tout bombardement maritime. Cet arsenal, il sera projeté par Colbert comme étant l'établissement. Alors, il l'écrit à un cousin. Il veut y projeter l'établissement de Rochefort comme étant le plus grand et le plus beau qu'il y ait dans le monde. C'est pour dire que ce site va, dès sa construction, bénéficier d'une ambition folle. D'ailleurs, il s'installe sur un petit village. L'histoire veut que c'est bien joli de vouloir s'installer sur la Charente, mais faut-il encore avoir un site ? Or, ce sont des pairs du royaume qui habitent la Charente, dont la famille des Soubise. Et finalement, Colbert, pour la petite histoire, va taper sur le plus faible des récemment anoblis, qui est un sieur de Chausse. Et finalement, l'arsenal ne s'établit à Rochefort que parce qu'il arrive à trouver une faute dans l'anoblissement du sieur de Chausse qui lui permet de le dégager littéralement et de construire un arsenal à la place de son château. Mais au final, on construit l'arsenal avant de construire la ville. Puisque, un peu comme dans le cas de Plymouth au Royaume-Uni ou de Ferrol en Espagne, c'est bien l'arsenal qui donne naissance à la ville à Rochefort. C'est un arsenal qui est mis en chantier en 1666, et dès la fin de l'année, il est mis en chantier en mai, dès la fin de l'année, les premiers navires commencent à sortir de l'usine. C'est pour dire aussi que ça va très très vite. Les travaux sont confiés à l'ingénieur Blondel, on y reviendra parce que ça a une importance. C'est un site, donc l'arsenal, c'est la bande que vous voyez s'étirer le long de la rivière Charente, avec la ville de Rochefort sur son plan hippodamique qui se situe au-dessus Saint-Rempart. C'est un site qui ne va cesser d'évoluer, même si effectivement, dès 1666, les bases des principaux bâtiments sont jetées, dont la corderie que vous voyez ici, qui est un bâtiment de plus de 300 mètres de long, corderie royale dite aujourd'hui, qui comprend l'ensemble des équipements nécessaires, fonderie et forme de radoub, et ainsi que les fossomas, qui ont une importance toute particulière dans la fabrication navale. Alors, sur ce plan qui date du début du XIXe siècle, les fosses de la Gardette ne sont pas représentées, en fait, elles sont ici. C'est un patrimoine aussi important que la corderie, puisqu'il s'agissait de larges fosses où les niveaux d'eau et les débits étaient très contrôlés pour permettre le séchage des bois.
Mais c'est surtout un site qui ne va cesser d'évoluer. On commence à construire des formes. Donc, vous savez, les formes servent à la réparation des bateaux et non à leur fabrication. On va construire des formes, d'abord perpendiculaires au rivage, puis biaises pour permettre le lancement de plus gros bateaux. On va construire, au XIXe siècle, les surmonter de structures métalliques et de couvertures. Les bâtiments ne vont cesser, en fait, de trouver de nouveaux usages. Et aujourd'hui, l'histoire étant ce qu'elle est, l'arsenal de Rochefort aura vécu plusieurs temps, sera passé avec bien des vicissitudes de la construction navale en bois à la construction métallique, au navire à vapeur, à l'aéronautique militaire et aujourd'hui à l'aéronautique civile. Cette histoire, c'est aussi l'histoire d'un brassage entre le civil et le militaire, puisqu'en fait, en fonction des commandes militaires, le port et l'arsenal vivent différemment et petit à petit, à Rochefort, le port de commerce et les chantiers navals de commerce, civils, vont peu à peu supplanter l'activité militaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, nous avons, dans une partie du site qui se situe ici, alors aujourd'hui, tout ceci s'appelle la ZAC de l'Arsenal. C'est une zone d'activité contemporaine avec une entreprise aéronautique, Stelia Aerospace, qui emploie quasiment 8000 personnes, qui fabrique des pièces d'Airbus. La spécificité de Stelia, c'est qu'elle travaille parfois dans des entrepôts qui datent du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est pour vous dire à quel point, effectivement, c'est un patrimoine qui est éminemment adaptable. Alors, il est aussi adaptable parce qu'il y a des protections patrimoniales. C'est-à-dire que Stelia, qui est une entreprise qui s'est implantée sous un autre nom que récemment dans l'histoire, dans les années 1970, a tout de suite trouvé des bâtiments qui étaient en voie de protection. Naturellement, si ce n'avait pas été le cas, ce patrimoine ne serait plus présent aujourd'hui. En revanche, en 1927, l'arsenal militaire définitivement ferme ses portes. La zone centrale qui comporte la corderie va se retrouver donc être une friche qui va même être incendiée en 1944 au départ de l'armée allemande. Et cette friche va rester ainsi jusque dans les années 1960. Il faudra attendre l'intervention heureuse de l'État, que je représente, sous une forme bien particulière, puisqu'en fait, la DDE de l'époque, dans la trajectoire des 30 Glorieuses, peut-on passer s'il vous plaît, je vous remercie, décide de créer une voie sur berge le long de la Charente, donc une infrastructure autoroutière qui surplomberait les ruines de la corderie. Là, l'émoi local est très important. Et donc, en 1967, décision est prise de classer les ruines de la corderie, le bâtiment que vous voyez ici. La corderie royale, donc on peut même passer si vous voulez, je vous remercie. Dans l'état où on la trouve, c'est ça. Je me permets de revenir en arrière, donc au XVIIe siècle. Blondel, qui est un ingénieur, vous connaissez les trajectoires de ce type de personnage. Il a aussi été diplomate, mathématicien, envoyé par Colbert en poste dans les différents ports français, dont le Havre. Il a été à la Martinique. Bref, ce sont des personnes qui ont des expériences multiples à destinée universaliste. Et lorsqu'il s'intéresse à l'architecture, il s'y intéresse comme un mathématicien, en prenant une symétrie quasi parfaite. Sauf que son chef-d'œuvre, qui est la corderie, bâtiment qui se veut absolument symétrique. Alors pour l'histoire, comme on s'installe là où on peut, je vous l'ai expliqué, on s'installe sur des terrains marécageux. C'est-à-dire que cette corderie est construite sur du brie, des sédiments de la Charente, sur un radier de chêne. C'est un radeau de 300 mètres de long, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre.
Eh bien, ce bâtiment à la symétrie parfaite, avec une façade de Nans-sur-la-Charente très notable, aura subi durant toute sa vie bon nombre de transformations, à tel point que durant la Révolution française, on a projeté de la démolir parce qu'on estimait que le bâtiment était obsolète. Il a pu être recoupé, doublé à certains endroits. La voie de chemin de fer du 19e siècle l'a même traversé en 2 endroits. C'est donc pour vous dire que même un bâtiment qui se voulait initialement d'une perfection de symétrie s'est retrouvé lui-même adapté sans cesse en évolution. Le premier temps de la reconversion du site, c'est donc le rachat dans les années 1970, par la commune du site au ministère de la Défense. Rachat qui s'est fait quasiment parcelle par parcelle. Et ce sera ma conclusion, vous verrez. Ce retard en fait de cession du terrain est certainement un des avantages majeurs du site de Rochefort. Toujours est-il que la collectivité commence par la restauration de la Corderie royale. C'est le début, si on veut, donc de la reconversion, qui est confiée à l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Et donc, ça donne un parti de restauration qui ne subit pas de débat, qui est celui du retour à la symétrie parfaite de Blondel. On s'en émouvra par ailleurs, parce que c'est des techniques de restauration qui vont être assez brutales, des planchers en béton, des charpentes en sapin, le tout pour passer dans un budget d'une commune qui se relève à peine du départ de l'armée et qui est en totale recherche d'une identité. On verra après à quoi correspond la restauration, mais restaurer le bâtiment ne suffit pas. Et la grande intelligence du maire de l'époque, Jean-Louis Fraud, est de lancer en 1982 un concours national de paysage pour aménager les jardins, initialement appelés les jardins de Charente, autour de la Corderie. On va s'arrêter juste un moment sur ce temps de la reconversion qui, moi, m'apparaît fondamental parce qu'il détermine à la fois un moment historique, celui, on va dire, des années 1980, et une manière d'envisager le patrimoine militaire, militaro-industriel. La plupart, il y a eu 9 candidats, 8 candidats ont proposé le Versailles des maires. C'est-à-dire, repartant de la symétrie de Blondel, on y est toujours, hein, l'acte initial. Ça, c'est un des candidats dont je ne déqualifie pas du tout la qualité du projet, mais donc des Gros Girardins qui proposent de renforcer la symétrie de Blondel et surtout d'aménager ce que j'ai oublié de vous dire, ce qui est essentiel, puisque donc on est en partie basse de Rochefort. Rochefort, c'est étymologiquement rocafortis, hein, c'est un seuil calcaire. Et on a donc juste au-dessus un haut mur de soutènement qui fait une dizaine de mètres, qui sépare la ville de l'arsenal. Bon nombre de candidats vont donc renforcer la symétrie, créer le Versailles des maires et annuler cet effet de rupture par un glacis. Un seul, celui qui sera retenu, va proposer un aménagement quasi vide. Il s'agit de Bernard Lassus, un paysagiste qui compte dans la théorie du paysage de la seconde partie du XXe siècle. Il va proposer un jardin totalement vide pour la raison suivante. C'est qu'il désire faire remonter du tréfonds du site, en fait, remonter à la surface son histoire. Et pour cela, il va travailler avec des strates historiques en mélangeant dans sa conception paysagère, et sur un jardin presque vide, il va mélanger 3 strates. La strate industrielle, représentée par un pavage au sol, la strate de l'ensauvagement, donc, qui a duré plus d'un demi-siècle, par le développement d'une ripisylve importante le long de la Charente, et offrir une vaste pelouse au Rochefortais, donc pour préfigurer la reconversion du site vers une ouverture, puisque le site, jusqu'à présent, était fermé au Rochefortais. Ça va être un travail à la fois minimaliste et très savant,
qui va remporter le concours. C'est assez surprenant. Quand vous voyez une planche de concours comme ça, j'arrive à peine à comprendre comment il a pu être retenu. Et pourtant, c'est un projet absolument génial. Parce qu'il a réussi à convaincre les élus sur une chose. Les élus voulaient relier la Corderie royale à la ville. Et c'est le seul projet qui a décidé de relier la Corderie royale à la Charente et donc à la mer, qui se situe 15 km plus loin. C'est donc un projet qui est brillant et qui a fait l'objet, d'ailleurs, qui a été rattrapé par les grands projets présidentiels de François Mitterrand, donc, au même titre que le Marais Poitevin. Et pour nous, il représente un temps important de la reconversion du site. Là, vous voyez la Corderie et sa vaste pelouse, voulue par Bernard Lassus. Sauf que, parallèlement à cette histoire, il y a donc la création de l'Hermione, qui est une réplique d'un bateau historique. C'est juste une évocation. Ce n'est même pas une réplique, c'est une évocation qui a fait basculer aussi le site. Alors, si ça a produit un changement d'image pour la ville de Rochefort, ça a permis que ça a basculé le site vers une destinée touristique qui n'était pas la sienne initialement, puisque la réhabilitation de la Corderie voyait plutôt la création d'un complexe accueillant à la fois le Conservatoire du Littoral, une médiathèque, la CCI. L'Hermione va réellement être une rotule pour emmener le site vers une vocation touristique. Aujourd'hui, donc, je vous l'ai dit, le chantier est terminé. Se pose la question du développement touristique du site, avec une très grosse pression des acteurs locaux. Et parallèlement, une patrimonialisation du site a été engagée de 3 manières différentes. D'une part, le vaste estuaire de la Charente a été site classé, puis lancé dans une opération OGS qui aboutit actuellement. Et nous avons élaboré un plan de sauvegarde et mise en valeur pour Rochefort qui intègre le site de l'Arsenal. Donc on pourrait dire d'une certaine manière que le site est protégé. Néanmoins, pour les Rochefortais comme pour les touristes, il n'est pas sûr qu'il soit valorisé, dans le sens où son histoire est peut-être sous-jacente, mais peu exprimée. Reste que la mise en tourisme est là, et qu'aujourd'hui, outre un complexe muséal qui devrait relater l'aventure Hermione, c'est-à-dire les navigations du bateau. Je vous rappelle que on est donc sur une évocation de bateau et que le complexe muséal qui est projeté, c'est la navigation aujourd'hui d'une évocation du passé. Donc on est très loin finalement d'un musée historique. Musée historique qui, par ailleurs, est représenté par le musée de la Marine qui se situe déjà sur le site. Ce musée, cette aventure Hermione est en train de se doubler d'une proposition de mise en lumière du site confiée à des Québécois qui ont décidé d'une évocation maritime sur le site qui soit très large et en fait qui fasse appel essentiellement à l'émotion. Ce que l'on y voit finalement, c'est que dans ces années 2010, ou cette décennie 2010, nous sommes bien loin, en fait, de la destinée culturelle qui avait été prévue dans les années 1980. Et que pour accueillir un tourisme plus massif, donc augmenter une fréquentation, donc permettre la rentabilité des acteurs locaux, on est en train de considérablement réduire le discours et l'histoire du site. Puisque finalement, on va la réduire simplement à la navigation d'un navire et à une évocation des voyages lointains. On est donc là à un tournant du site qui se caractérise d'une part par une dégradation donc, de sa mémoire, mais que parallèlement, un second mouvement a lieu, et c'est celui-là dont je me fais en fait le porte-parole, qui est celui d'une seconde patrimonialisation, en fait, qui consiste à dire que finalement, ce qui s'est passé dans les années 1970 et 1980 appartient déjà à une histoire, alors une histoire très récente soit, mais appartient déjà à une histoire, et que
cette première reconversion peut être vue comme un acte patrimonial, et à ce titre, vous m'excuserez du néologisme, mais patrimonialisée elle-même. On assiste donc à un arsenal où, en plus de l'histoire sur les 200 ans d'une reconversion, en tout cas d'une actualisation des fonctions du site, nous sommes en train d'entamer en fait la patrimonialisation de la reconnaissance de ce patrimoine. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est une mise en abîme en fait, puisque on s'intéresse cette fois-ci à la vision qu'on a portée sur ce site à la fin du XXe siècle. Et comme je vous l'ai dit, et ce sera peut-être ma conclusion, finalement, on peut remercier le ministère de la Défense d'avoir cédé que très tardivement ce site. Parce que sinon, il aurait certainement eu le même destin ludique que beaucoup de sites portuaires. On pense au Dockland de Londres ou à d'autres opérations, justement, de la seconde partie du XXe siècle qui ont considérablement changé la face des ports dans le monde. Ici, on a encore un arsenal préservé, dont le projet Lassus, donc de paysage, à mon sens, a révélé justement les différentes strates historiques. Et ce que nous essayons de tenir, c'est naturellement la préservation de ces différentes mémoires. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.